Il était dans une démarche de chasseur. Nelly, c'était sa proie. C'est malheureux de parler de ma sœur comme ça, mais elle était devenue une proie. Il l'a chassée. Le temps qu'il a fallu, ça lui a pris 2 ans. Il l'a épuisée. Comme quand un lion est dans la savane et qu'il court après sa proie. Il l'épuise, et c'est en l'épuisant qu'il arrive à la voir. Si je l'élimine, est-ce que quelqu'un qui est au cimetière peut se défendre? Bah non. C'est tellement plus simple. C'est la première fois que cette femme, Séverine, s'exprime publiquement. Et si aujourd'hui, elle a accepté de parler, c'est pour défendre la mémoire de sa sœur. Sa sœur qui s'appelait Nelly Leboire. Elle avait 51 ans lorsqu'un matin d'avril 2013, elle a été massacrée sauvagement chez elle. Mais avant d'être tuée, Nelly avait été déjà accusée du pire, pointée du doigt, salie. Des accusations intolérables pour sa petite sœur. Avec Nelly, on avait une relation un peu particulière. On était sœurs, on avait 14 ans de différence d'âge. En fait, je suis arrivée beaucoup plus tard dans la famille et elle était ma marraine, donc elle se sentait encore investie d'une mission. Et dès le début, elle m'a prise sous son aile. Elle me disait, ma petite sœur, tu sais, si t'arrive un jour quelque chose, quoi qu'il arrive, moi je serai avec toi et je te défendrai. Nelly n'avait pas eu d'enfant et tout le monde dit qu'elle était extrêmement maternelle, sinon maternante. Elle la traite, la petite sœur, peut-être comme cet enfant qu'elle n'aura jamais. C'était un peu comme une petite maman pour moi et moi j'étais un peu comme une fille pour elle. Elle était enveloppante en fait, Nelly. Elle vous mettait dans une sorte de bulle pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Elle avait des attentions pour les gens, toujours. C'était quelqu'un sur qui on pouvait s'appuyer énormément, ma sœur. C'était une source d'inspiration permanente pour la sœur plus jeune, qui la regardait avec beaucoup d'amour pour cette sœur aînée qui réussit beaucoup de choses. Pour moi, Nelly, c'était un modèle. Il fallait que je tende à être comme elle. Parce que comme elle était quand même très élégante, ma sœur, et elle avait une prestance que quand on rentrait dans la pièce, quand même, on se disait « waouh, elle est particulièrement jolie, cette femme ». C'était une inspiration, ma sœur, dans sa façon d'être droite envers les gens. On la décrit effectivement comme une femme très très carrée, très droite, très rigoureuse. Elle s'engageait dans des combats et elle voulait aider les gens. Et le moyen qu'elle avait trouvé d'aider les gens, c'était par le biais de sa carrière déjà. Donc elle a été dans un premier temps pompier volontaire. Ensuite, elle s'est engagée dans l'armée. Donc à l'époque, une femme à 18 ans qui fait un service militaire, ça montre le caractère de Nelly. Pompier comme militaire, la mission première, c'était l'engagement. C'était s'oublier soi-même pour aider les autres. Nelly Leboire était une femme généreuse, mais de caractère. Après un divorce difficile, elle avait décidé de s'installer toute seule à Savenières, une petite commune paisible à quelques kilomètres d'Angers. C'est un petit village typique de l'Anjou, c'est très joli, c'est très vert, c'est très rural. C'est une petite commune qui est sur les bords de Loire. On est dans une terre de vin, une commune tranquille, paisible, assez bourgeoise. Voilà, une petite ville coquette où les gens sont installés de manière très tranquille, vivent des vies paisibles. Pour elle, un aboutissement dans sa vie, c'était d'avoir sa propre maison. Et elle a trouvé une maison qui était en construction sur Savenières. Ça montre aussi quelque part son courage, parce qu'une femme seule qui achète une maison toute seule, c'est quand même lourd. Sa maison, pour elle, c'était son rêve qu'elle avait réussi à concrétiser. Elle avait quand même un cadre privilégié, les vignes étaient juste à côté de la maison. Hein. Et puis elle avait trouvé un équilibre sur Savenières. Nelly Leboire avait fait carrière dans l'armée de terre, mais après 20 ans d'armée, elle avait décidé de changer de vie en devenant assistante maternelle. Une fois son CAP petite enfance obtenu, avec mention d'ailleurs, Nelly pouvait réaliser son rêve, s'occuper d'enfants. Ça a été un gros manque dans sa vie de ne pas pouvoir avoir la chance de donner la vie. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a voulu devenir nourrice agréée, parce qu'elle avait besoin de sentir que des enfants l'aimaient et qu'elle aimait aussi les enfants. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau quand un enfant vous aime et vous donne son amour. L'immense majorité, pour ne pas dire la totalité des familles qui ont travaillé avec cette femme, disent toutes qu'elles étaient extrêmement satisfaites de cette douceur, de cette autorité également dans la manière de faire, de cette rigueur
On avait quelqu'un qui faisait son métier de manière très précise. Elle a instauré un système de communication, notamment avec les parents, où elle remplit un cahier de liaison, ce qui n'est pas le cas de toutes les assistantes maternelles. C'est quelqu'un qui prend à cœur sa mission. Quand on a été père d'enfant confié un jour à une assistante maternelle, on est presque étonné de ce niveau de rigueur, de ce niveau de professionnalisme. Ces petits bouts, elle les choyait comme moi, elle m'a choyée étant petite. Et les enfants étaient tout pour elle, et je pense que il n'y en a pas un qui n'aimait pas aller chez Nelly. Nelly, c'était Nelly par-ci, Nelly par-là. Enfin, elle avait créé dans sa maison un cocon pour eux, quoi. Il y avait des tonnes de peluches, de jeux. Elle se serait mise en quatre pour les enfants qu'elle gardait. Nelly Leboire avait trouvé son équilibre. Elle était heureuse et épanouie. Mais tout va tragiquement s'arrêter le 16 avril 2013. Ce matin-là, il est 7h20, lorsque le père d'un enfant dont elle a la garde se présente à son domicile. Ce papa se présente ce jour-là pour y déposer, comme tous les matins, son enfant. Et tous les matins, Nelly est prête. Jamais Nelly n'a montré le moindre retard, la moindre absence. Et ce qui le surprend immédiatement, c'est que précisément à cet instant-là, à l'heure convenue comme d'habitude, elle n'est pas là. La maison n'est pas éclairée. Et immédiatement, il va détecter quelque chose d'anormal. Ça ne répond pas. Il essaie ensuite de téléphoner. Il entend la sonnerie du téléphone. Nelly ne répond pas au coup de sonnette, ne répond pas à ses appels. Et donc, il va pousser la porte de la maison et réussir à pénétrer dans la maison. Il va se diriger assez naturellement là où il repère quelque chose d'anormal, à savoir du sang, jusqu'au garage. Et là, il aura une vision d'horreur, puisque Nelly s'y trouve. Elle est morte, il est 7h20 et il va appeler les secours. Les gendarmes sont dépêchés sur place. On est incontestablement sur une scène de crime. Nelly est retrouvée baignant dans une mare de sang. Il découvre donc Nelly Leboire étalée sur le sol avec 18 plaies, puisqu'elle a été poignardée 18 fois. Et non seulement elle est morte de manière malheureusement incontestable et évidente, mais elle a les yeux grands ouverts. Et son corps contient encore 2 grands couteaux, 2 grands glaives qui lui traversent le corps à 2 endroits. Il y a ce couteau dans la gorge et qui sort de la gorge de manière massive, comme si on avait voulu symboliquement couper la parole, couper la voix, faire en sorte que plus jamais cette personne morte, massacrée, ne puisse s'exprimer. Mais également le ventre, sinon le bas-ventre, ce qui, chez une femme, est la zone qui peut correspondre symboliquement à l'enfant, bien évidemment. On sanctionne au niveau de la capacité à procréer. On peut avoir effectivement cette idée d'une mise en scène, mais avant tout, ce qui frappe, c'est l'acharnement. C'est-à-dire que 18 coups de couteau, ça c'est vraiment particulier, ça c'est vraiment exceptionnel. C'est une scène de crime d'une rare violence. La malheureuse nounou est morte apparemment dans d'atroces souffrances. Tout le village de Savenières est sous le choc, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, personne, enquêteur, mairie, n'a eu la délicatesse de prévenir la famille de Nelly Leboire qui vit en Bretagne. Ils l'apprendront, mais par hasard, le lendemain. C'est en ouvrant un quotidien dans la presse locale l'après-midi, en faisant une pause à mon travail, que j'ai vu la photo de la maison de ma sœur, où on mettait qu'il y avait une nourrice qui avait été retrouvée dans son garage. Je lui ai fait un texto, elle ne me répond pas. J'ai essayé de l'appeler sur son portable, elle ne répond pas. Le fixe ne répond pas. Je ne sais pas où elle est peut-être pas à la maison, mais dis-moi que c'est pas elle. J'ai hurlé, il paraît, au travail. Et donc mes collègues m'ont dit, essaye d'appeler la gendarmerie par là-bas pour savoir exactement ce qui est arrivé. Donc j'ai appelé, et là je suis tombée sur les directeurs d'enquête qui m'ont confirmé que malheureusement c'était bien ma sœur qui était partie. On avait demandé si on pouvait juste récupérer des vêtements pour pouvoir habiller Nelly, pour qu'elle n'ait pas une blouse d'hôpital pour partir. Ils nous ont dit que la maison était sous scellée et qu'on ne pouvait pas rentrer dedans. Elle adorait bien s'habiller, elle adorait être toujours... comme elle disait, il faut que je sois présentable. Elle aurait détesté être comme elle était, la pauvre. Et du coup, on lui a acheté des vêtements. On nous avait pas dit comment elle avait été massacrée et on lui a pris une écharpe. Et heureusement qu'on lui a pris une écharpe pour cacher un des derniers coups de... Elle était dans un institut médico-légal, dans une morgue.
et on l'a vue allongée. Voilà. Elle avait le visage déformé par la douleur. Elle était... on voyait qu'elle avait souffert le martyre. Et moi, j'avais qu'une chose, c'était de la secouer et de lui dire « Mais bon sang, dis-moi que ça va, quoi. Dis-moi que c'est pas toi qui es là. » Mais qui a pu ainsi massacrer cette nourrice sans histoire? Les enquêteurs explorent toutes les pistes, et la première est celle, bien sûr, du cambriolage. Ça ne correspond pas à ce que l'on aurait pu imaginer, un cambriolage qui dégénère, quelqu'un qui serait venu vider les meubles et qui est surpris par le propriétaire des lieux, la maison est en parfait état. On n'a pas de choses un peu en vrac partout. La maison est nickel. On n'a ni porte brisée, ni fenêtre fracturée. On n'a pas de trace apparente en fait, d'une intrusion, en tout cas de quelque chose qui aurait été forcé. Donc on commence immédiatement à se dire que celui qui a tué Nelly n'était pas là par hasard. On a une scène terrible de mise à mort, manifestement organisée et programmée. Dès que j'ai su que quelqu'un lui avait fait un guet-apens dans sa propre maison, le pire c'est ça, c'est qu'elle s'est battue pour avoir sa maison, son petit intérieur, qu'elle l'avait aménagé pour que ce soit encore un cocon. Elle voulait que cette maison soit comme un petit nid douillet. Et au final, ces gens-là ont été, au-delà de l'horreur qu'ils lui ont fait subir, ils l'ont massacré dans un de ses rêves les plus chers. On ne comprend pas comment une femme aussi calme, à la vie tellement tranquille, dans ce petit village aussi calme, a pu faire l'objet de ces gestes-là, d'une telle violence. C'est incompréhensible. Elle n'a jamais eu la moindre difficulté sociale, professionnelle, personnelle avec quiconque. Elle mène une vie totalement paisible, qui plus est au contact d'enfants et de parents d'enfants. On ne comprend pas pourquoi elle a pu être assassinée dans des conditions aussi atroces. Les enquêteurs vont se plonger dans la vie de Nelly Leboire à la recherche d'une piste. Et il ne leur faudra pas bien longtemps pour découvrir que, depuis 2 ans, un grave contentieux l'opposait à un couple de voisins, les Lebrun. Pourtant, entre Nelly et les Lebrun, tout avait bien commencé. C'est elle qu'ils avaient choisi pour garder leur second garçon, âgé de 6 mois. C'est un couple donc, de voisins qui habite à quelques maisons et dans sa recherche en fait, d'une assistante maternelle, découvre qu'une voisine située à 2-3 maisons garde des enfants. Il y a plusieurs rencontres. Nelly Leboire fait quelques essais, c'est-à-dire qu'elle garde quelques demi-journées le petit garçon, et les choses semblent bien se passer. Donc on décide de confier ce bébé de 6 mois à Nelly Leboire. Nelly Leboire a été choisie par ce couple, les Lebrun, qui l'ont sélectionnée parmi un certain nombre d'assistantes maternelles qu'ils avaient contactées. Et donc elle est ressortie comme celle qui faisait le plus l'affaire. Elle avait une bonne réputation dans le quartier. Quelque part, c'était pratique aussi. À 2-3 maisons de chez eux, ils avaient une nourrice. Alors, le couple Lebrun, lui, est agent SNCF. Elle est un agent receveur de l'URSSAF. Et ils mènent une vie jusqu'alors assez paisible, assez tranquille, d'un couple ordinaire. Olivier Lebrun est un homme, en fait, très rigoureux dans son travail, à tel point qu'il est un modèle pour ses collègues qui n'hésitent pas à venir le consulter dès qu'il rencontre une difficulté. Et il est reconnu pour son extrême rigueur professionnelle, pour ses compétences. C'est une famille qui est très heureuse. On a déjà un petit garçon de 3 ans. Un second garçon arrive donc en septembre 2010. C'est un bébé qui est souriant, c'est un bébé qui est heureux, et c'est un bébé qui n'est pas du tout difficile parce qu'il ne pleure que lorsqu'il a sommeil ou lorsqu'il a faim. Tout va bien à ce moment-là. La vie est très belle. Entre le couple Lebrun et Nelly, le courant passe d'abord très bien. Ils savent que la nourrice garde déjà 2 autres enfants chez elle. C'est donc sans hésitation qu'ils lui confient, à partir du 28 mars 2011, leur nourrisson. Mais, dès le premier jour de garde, l'enfant est patraque. Dès les premiers jours, il était tout le temps malade, pas bien. Il n'avait pas l'air bien, il toussait, il avait les yeux un peu hagards.
Tout de suite, Nelly a trouvé qu'il avait un comportement bizarre et qu'il n'avait pas l'air bien portant. Présente des symptômes de rhume, vomit, il vomit chez elle. C'est un enfant qui est quand même un peu patraque, qui n'est pas très en forme, et effectivement, elle le note sur le cahier de liaison qu'elle tient à disposition des parents. Et au fur et à mesure, ça allait de mal en pis. Elle trouvait quand même assez étonnant qu'il soit même amorphe, parce qu'il y avait des moments où il était complètement hagard et qu'il ne réagissait pas aux stimuli qu'elle lui donnait. Il était essentiel de noter que Nelly, qui a l'habitude des enfants, va détecter que l'enfant ne va pas bien. Et c'est elle qui va non seulement signaler aux parents qu'il faut qu'il y ait une prise en charge médicale, mais même s'étonner qu'il ne l'ait pas fait d'eux-mêmes. C'est-à-dire que cet enfant n'est pas en très bonne santé, et pour autant, les parents ne vont pas voir le médecin. Elle pousse effectivement les parents à les consulter parce qu'elle est inquiète, elle est sincèrement inquiète. Donc elle va dire et insister, et on a une correspondance qui nous permet de le vérifier, pour que cet enfant soit vu par un médecin, parce que manifestement, il a un problème de santé de type effectivement bronchiolite, et il ne faut pas laisser les choses comme cela durer. Les parents, donc effectivement, récupèrent l'enfant dans un état assez apathique, hein. Il ne réagit plus, il a les yeux effectivement un peu dans le vague. Et évidemment, il l'emmène chez le pédiatre pour voir les raisons pour lesquelles cet enfant ne va pas bien. Le pédiatre qui sera consulté, effectivement, va rapidement détecter quelque chose d'anormal. On n'est pas seulement dans un rhume, une bronchiolite, quelque chose qui n'évolue pas bien, et c'est toujours grave hein, sur un tout petit sujet, bien évidemment, mais il y a un problème de fontanelle, la fontanelle est gonflée, on a, semble-t-il, un crâne qui est en tension. C'est ça qui alerte immédiatement le pédiatre. Le pédiatre décide alors de le faire hospitaliser pour qu'un certain nombre d'examens soient réalisés pour découvrir les raisons pour lesquelles cette pression intracrânienne existerait. Immédiatement, on s'aperçoit que l'enfant est en détresse. Et donc, on pratique un certain nombre d'examens qui permettent de se rendre compte qu'il y a effectivement des lésions dans le cerveau. On constate également dans la boîte crânienne une hémorragie. Et ces traces caractéristiques ne peuvent être provoquées que par le secouement virulent donc d'un adulte sur un bébé. Et l'autre événement qui pourrait provoquer les mêmes symptômes serait un accident à très grande vitesse. On a essayé de chercher et aucun accident n'est survenu dans les jours, les semaines qui précèdent. Donc ce bébé n'a pas vécu ce type de traumatisme. Donc nécessairement, on est face à un syndrome de secoué et donc quelqu'un a secoué ce bébé. Les clients sont extrêmement choqués lorsqu'ils apprennent le diagnostic qui est posé sur leur enfant. Et la terre s'effondre parce que immédiatement, on s'aperçoit que leur enfant est en très très grande souffrance physique. Et on craint déjà des séquelles neurologiques importantes. Alors à ce moment-là, ça fait partie du travail des médecins, d'abord effectivement de prendre en compte ce diagnostic hein, pour essayer de réagir, hein, stopper l'hémorragie, etc. Mais il y a surtout un devoir pour les médecins de prévenir hein, face à ce genre de symptômes les services de police compétents, puisque ces signes hein, montrent des violences hein, subies par l'enfant. Lorsqu'un bébé est secoué, bien évidemment, on se demande quel adulte a été en contact avec cet enfant. Là, il n'y a que 3 adultes. Il y a eu rapidement 3 suspects. L'assistante maternelle, effectivement, qui aurait pu commettre ces gestes-là, mais aussi la mère de cet enfant, mais aussi et surtout le père de cet enfant. L'enfant est hospitalisé le 13 avril 2011 et dès le début de l'enquête, les gendarmes ont dans leur collimateur Olivier Lebrun, le père de l'enfant, car ils apprennent qu'il est en arrêt maladie pour dépression liée à des problèmes professionnels. Il y a une réorganisation à la SNCF qui fait que son poste est supprimé et transféré à Nantes, ce qui pourrait l'obliger à partir, en fait, travailler à Nantes. C'est quelque chose qu'il vit très mal. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un de très très carré dans son travail, tellement carré qu'il en est peut-être même un peu psychorigide, et cette idée même de quitter son poste et de partir à Nantes le plonge dans une profonde dépression dont il a les pires difficultés à sortir. Les gendarmes se demandent alors si Olivier Lebrun n'aurait pas, dans un moment d'égarement, secoué son fils. Il faut dire qu'en cas de violence sur un enfant, les parents sont toujours les premiers suspectés, mais il y a un autre élément qui pousse les enquêteurs à privilégier la piste familiale. Les examens révèlent 2 épisodes de secouement de l'enfant à plusieurs jours de distance.
Et de toute évidence, le premier épisode de violence aurait eu lieu avant que Nelly Leboire ne s'occupe de l'enfant. Il y aurait eu un épisode de secouement qui aurait été antérieur à la prise en charge par l'assistante maternelle. Ce qui laisse penser qu'il avait pu déjà connaître des premières violences qui auraient conduit déjà à des premières lésions. Donc ça a tendance à accréditer la thèse selon laquelle l'assistante maternelle n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Et il paraît invraisemblable que l'enfant ait été secoué au domicile de l'assistante maternelle, alors qu'en tout, elle ne l'a eu qu'une dizaine de jours. Donc il y a quelque chose qui paraît pas compatible. Alors que cet enfant, on le sait, depuis sa naissance, vit au domicile des deux parents, au domicile d'un père alcoolique, sous traitement médicamenteux. Et ce n'est pas le seul élément qui intrigue les enquêteurs, car de toute évidence, les Lebrun n'avaient aucune raison de confier leur bébé à une nourrice. Olivier, le père, était en arrêt maladie et sa femme en congé parental. Ils étaient donc tous les deux à la maison. Je ne comprends pas comment on puisse confier la garde c'était un nourrisson à l'époque, aussi malade, à une nourrice. Aussi bien soit-elle, je n'arrive pas à le concevoir. Déjà, des gens qui ont une activité professionnelle, dès que leur enfant est malade, ils vont se mettre en quatre pour trouver une solution pour pouvoir rester auprès de leur petit. Beaucoup d'assistantes maternelles auraient dit « Votre petit est malade, moi je suis désolée, je ne prends pas sur moi de le garder, allez consulter et dites-moi exactement parce que c'est une trop lourde responsabilité pour moi. » C'est que Nelly, elle aidait tout le monde. Donc elle a dû se dire « Ils ont d'autres choses à faire, je vais les dépanner. » Malheureusement, cette fois-ci, elle aurait mieux fait de ne pas aider et d'être un peu plus égoïste. Certains enquêteurs se posaient même la question de savoir pourquoi les Lebrun avaient choisi de confier leur bébé malade à la nourrice alors qu'ils demeuraient eux-mêmes à la maison. On soupçonne immédiatement monsieur et madame Lebrun d'être les auteurs de ces violences. C'est quelque chose qui est très difficilement vécu. Le juge des enfants est saisi du dossier et un placement de l'enfant est ordonné par le juge des enfants, le temps d'évaluer les relations parents-enfants. Donc là, c'est le début de la descente aux enfers pour ces parents qui sont soupçonnés alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Les parents doivent se confronter à deux difficultés, à deux drames qui sont concomitants. Le premier, d'apprendre que leur enfant, sans doute, gardera des séquelles à vie. Et dans le même temps, ils sont mis en cause, en tout cas, on les suspecte. Très rapidement, ils apprendront que leur enfant est définitivement aveugle. Donc ça, c'est une première souffrance et sans doute la souffrance la plus importante. Et il est très difficile pour eux qu'on ne les considère pas comme des victimes et qu'on les considère au contraire comme des auteurs. Ils ne comprennent pas pourquoi l'enquête se déroule comme ça. L'enquête se déroule à l'envers. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers soupçonnés alors qu'ils n'ont pas touché leur enfant. La manière dont les parents vont réagir est assez intéressante, puisque ils affirment tous les deux solidairement que ça n'est ni l'un ni l'autre, et ni l'un ni l'autre ne suspectent l'autre non plus. Donc, si ça n'est pas l'un et l'autre, le troisième personnage qui est central dans la vie de cet enfant, puisqu'a priori, il est soit chez ses parents, soit chez l'assistante maternelle, c'est l'assistante maternelle. Et immédiatement, ils vont porter une accusation absolue dont ils ne démordront jamais. Évidemment, pour mes clients, il n'y a aucun doute sur le fait que seule la nourrice de l'enfant a pu commettre ces violences. Donc Nelly était devenue un peu leur bouc émissaire. C'était un peu la coupable idéale. Bien évidemment, elle se défend depuis toujours d'avoir eu quelques gestes de violence sur cet enfant. On est dans cette situation un peu figée d'une enquête où on a de part et d'autre des gens qui rejettent leurs responsabilités et une difficulté, puisqu'il n'y a pas de témoin, à pouvoir savoir précisément qui dit vrai et qui ment. Elle était seule avec les enfants, donc c'était tellement facile de dire il n'y a pas de témoin. C'est pas les petits bouts qu'elle garde qui vont dire elle m'a tapé, elle m'a pas tapé. L'enfant âgé de 6 mois ne s'exprimait pas, il ne parlait pas. Et il ne pouvait évidemment dire qui l'avait secoué. Personne n'est capable de contredire la version des Lebrun, sauf Nelly. Les parents commencent un combat
très clairement, qui consiste à pointer du doigt donc, la nourrice. Et à partir de là, leur vie va être dédiée à ça. Monsieur Lebrun a commencé à donner des directives aux enquêteurs. C'est-à-dire qu'il avait même fait un courrier pour dire « il va falloir la faire craquer, Madame Leboire. Il va falloir qu'elle avoue. » Textuellement, il fallait faire craquer ma sœur. C'est terrible à vivre parce qu'elle va se retrouver un jour interpellée, convoquée par les gendarmes, entendue dans le cadre d'une garde à vue, très éprouvante, où elle devra s'expliquer, se justifier, répondre inlassablement qu'elle n'a rien fait. Nelly Leboire est une femme très très droite, comme on l'a dit, donc nécessairement ces accusations la touchent profondément et donc elle s'en défend. La nourrice évoque un fait qui est un petit peu particulier puisqu'elle indique que lorsqu'elle avait l'enfant assis sur ses genoux dos à elle, il a éternué très fortement au point de secouer la tête extrêmement fort. Le bébé est sur ses genoux et suite à des éternuements, donc elle a vu le bébé avec la tête qui ne tenait pas très bien. Sa tête bougeait tellement quand il éternuait qu'elle en avait mal à la tête pour lui. Et donc elle raconte ça, c'est-à-dire que elle est tellement dans une démarche en fait d'honnêteté qu'elle va jusqu'à raconter quelque chose qui pourrait d'une certaine manière se retourner contre elle, même si là en l'occurrence un syndrome de bébé secoué ne peut pas être provoqué par ce qu'elle a vu. Un syndrome de bébé secoué intervient nécessairement après un secouement assez virulent, assez fort hein, d'un bébé que l'on secouerait comme ça en le tenant par les épaules pendant une durée assez longue. Nelly Leboire ressortait libre de sa garde à vue, car à ce stade des investigations, rien ne permettait de la mettre en cause, ni les parents d'ailleurs. Au bout de 6 mois, ils récupéraient la garde de leur enfant et l'enquête suivait son cours. Mais les Lebrun avaient le sentiment depuis le début que tout était joué d'avance, que Nelly Leboire bénéficiait d'une certaine bienveillance de la part des gendarmes. La démarche des Lebrun est telle, et leur état d'esprit est tel, qu'ils vont soupçonner jusqu'à une protection par la gendarmerie de ma sœur. Ils estiment que parce qu'elle était ancienne militaire, les gendarmes l'ont protégée. Son idée, c'est ça, c'est que finalement, il y aurait comme une espèce de complot entre militaires pour dégager Nelly Leboire de toute responsabilité, ce qui empêcherait l'enquête d'aboutir. Ils ont plutôt l'impression qu'ils sont en ligne de mire, que l'enquête n'est dirigée que contre eux et qu'à aucun moment la responsable n'est soupçonnée. Alors que l'enquête a concerné, il suffit de regarder le dossier, les 3 personnes susceptibles d'avoir commis ces violences. De manière égalitaire, le traitement judiciaire a été le même pour les 3, mais pour lui, c'était insupportable d'être suspecté de toute façon. Les gendarmes, ils peuvent parfois mettre en garde à vue des collègues et même des hauts gradés. Ça, c'est leur boulot. Et s'ils avaient eu le moindre doute sur Nelly, d'ailleurs elle a été en garde à vue, ils n'auraient pas hésité. On a donc un couple qui commence à répandre la rumeur selon laquelle Nelly Leboire serait l'auteur des violences. Et donc, dans le petit voisinage de la petite commune, on parle beaucoup de cette histoire. Et ils vont nourrir une espèce de psychose violente à l'égard de cette femme, au point de répandre cette rumeur atroce selon laquelle elle aurait maltraité cet enfant, mais pourquoi pas d'autres, et que de toute façon, un jour ou l'autre, la justice se fera. C'est pas nous, c'est notre nourrice. C'était relayé par des personnes bien pensantes dans Savenière, puis les langues fonctionnent bien. Dans Savenière, elle commence à porter une étiquette, ma sœur. Madame Leboire, c'est la nourrice qui est violente avec les enfants. Il faut surtout pas confier un enfant à Madame Leboire, elle les tape. À tel point qu'à un moment, Nelly va en faire part aux enquêteurs. Elle n'en peut plus. Ça ronge de se faire accuser. Et au fur et à mesure, on essaye de la faire craquer. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Nelly? Elle va plus dans les commerces à Savenière, notamment la boulangerie. Elle s'isole. Elle reste plus chez elle. Elle avait l'habitude de faire des activités. Elle n'y va plus. Plus personne la voit. Donc c'est une période qu'elle vit très très mal, y compris physiquement, où effectivement elle perd du poids, elle est très très mal par rapport à ça, ça la met dans un état psychologique assez fragile. Elle a perdu pas loin de 10 kilos, ma sœur. Tellement elle était rongée et minée. Ils lui ont mis une pression énorme, l'un comme l'autre. Il fallait que ma sœur craque et avoue
des choses qu'elle n'avait pas fait. Heureusement, le conseil départemental ne lui retirera pas en l'état des éléments son agrément et elle va continuer à garder des enfants à la plus grande satisfaction de tout le monde. Tous les parents qui ont confié leur enfant à Nelly ont maintenu leur enfant chez Nelly, et malgré ces rumeurs-là, malgré sa garde à vue. Donc ça prouve bien que ma sœur, ils avaient confiance dans ma sœur, et qu'ils étaient convaincus que ça ne pouvait pas être elle. Tous les parents viennent expliquer combien cette femme est aimante avec les enfants, combien elle s'occupe bien d'eux. Pour eux, c'est la nounou idéale. Elle a conservé sa légitimité à être nounou. Et ça, les Lebrun, je pense qu'ils ne l'ont pas accepté. Donc ils continuent à mettre de la pression. Ce qui est insupportable pour lui, c'est de considérer que pendant 6 mois, on l'a privé de son enfant en considérant quelque part comme suspect, en tout cas, d'avoir commis des violences, et qu'à côté de ça, Nelly Leboire, qui tient pour responsable de ce qui est arrivé à son enfant, elle, n'a pas perdu son agrément, continue à avoir des enfants sous sa garde, à se promener avec eux, à aller au parc, etc. Ça se passe sous sa fenêtre, ça se passe sous ses yeux, ça se passe devant chez lui. Et ça, pour lui, c'est quelque chose d'insupportable. C'est une injustice manifeste. Donc, ça l'énerve que ma sœur continue à garder des petits. Ça l'énerve que ma sœur promène ses petits. Ça l'énerve tout simplement que ma sœur continue à respirer. Alors Olivier Lebrun, qui est déjà, au moment où survient ce drame, dans un état de dépression, on peut le dire en tant que tel, il prend des médicaments pour soigner effectivement cet état dépressif. Son arrêt se prolonge, il n'a pas repris le travail, et puis il se met à boire. Et au moment où arrive cette histoire, on peut dire qu'il plonge carrément. On ne le reconnaît plus. Il se transforme, il rumine des idées sans arrêt. Il devient très très compliqué à vivre pour tout le monde, pour son entourage, pour sa famille. Il a des réactions un peu éruptives, notamment quand il est trop alcoolisé, et donc ça devient très très compliqué. Il faut se mettre à leur place, il faut vivre cette pathologie, ces troubles neurologiques, un bébé qui va bien et qui d'un seul coup va très très mal, qui souffre physiquement. Et ça, c'est difficile aussi à vivre pour les parents. Et là, c'est une véritable descente aux enfers. Alors, la descente aux enfers, elle s'étale sur plusieurs mois. Où Olivier Lebrun, manifestement, a commencé à dériver. Il passe ses journées à ne penser qu'au drame de son fils et à cette nourrice en particulier. Sa femme, progressivement, après l'avoir accompagné dans cette espèce de combat, commence à lâcher prise, commence à prendre ses distances, se replie un peu sur le cocon familial de manière à s'occuper un peu des enfants parce qu'elle se rend compte que c'est en train de faire exploser la cellule familiale et donc elle décide un peu à un moment donné de lâcher son mari qui largue carrément les amarres et qui part dans son tunnel. La descente aux enfers de mes clients implique évidemment des tensions internes avec une alcoolisation parfois de Monsieur Lebrun. Et je crois qu'à ce moment-là, chacun des deux époux vit le drame, chacun à sa façon, avec une communication qui devient difficile, tellement les souffrances sont importantes de part et d'autre. À partir de cet instant, le fossé se creuse de plus en plus entre Olivier Lebrun et sa femme. Leur enfant est condamné à être aveugle, c'est un drame terrible. Néanmoins, il trouve que l'enquête n'avance pas. Alors, n'en pouvant plus d'attendre, Olivier Lebrun met tous les jours un peu plus la pression sur Nelly Leboire. C'est très compliqué parce qu'ils sont voisins, tous les jours ils se voient, ils se croisent. Elle a en face d'elle un voisin qui est très insistant, qui n'hésite pas à se présenter donc, sur le pas de la porte pour demander des explications, qui n'hésite pas à amener un appareil d'enregistrement pour capter les conversations qu'il a avec elle et la faire avouer, puisqu'il n'a qu'une obsession, c'est qu'elle avoue. Il veut qu'elle avoue. Il va au domicile de la nourrice en espérant connaître les circonstances de ces violences commises sur son fils, qui était un petit garçon très calme, très sage. Et donc, il y va à plusieurs reprises. Et le ton monte à chaque fois, parce qu'elle campe sur ses positions. Évidemment, ça énerve le papa. À chaque fois que Nelly sortait, elle était épiée par ce couple. Forcément, Monsieur Lebrun est en arrêt maladie. Qu'est-ce qu'il a à faire ? Alimenter sa parano sur ma sœur. Donc on est dans le harcèlement permanent et pour tout dire délirant de ce type qui a bu de l'alcool, de ce type qui est sous médicaments,
de ce type qui est en dérive depuis des mois, et sa colère va trouver un exutoire, c'est Nelly Leboire. Elle avait même fait des démarches pour installer une alarme. On a retrouvé ça dans ses papiers. Elle baissait rapidement ses volets le soir quand elle se retrouvait toute seule. On sentait qu'elle était comme traquée. Quand on est allé pour son anniversaire, elle est sortie de son véhicule et elle regardait partout. Moi, je pensais que c'était parce qu'elle se disait « Tiens, il y a du monde dehors ». Mais maintenant, en réfléchissant, ses yeux, il y avait de la crainte. Elle regardait partout parce qu'elle avait peut-être peur qu'ils viennent... je sais pas, mais elle avait peur, elle vivait dans la peur. Ça se voyait sur ses traits. Un jour, Nelly est dans son jardin, à l'arrière de sa maison, donc à quelques distances du jardin des Lebrun. Olivier Lebrun va passer et va lui faire, sans aucune ambiguïté, le geste de l'égorgement. Elle a déposé une main courante parce qu'il lui a fait un signe d'égorgement. Vous vous rendez compte, 2 ans à vivre dans l'enfer comme ça? Et il a épuisé ma sœur, elle a perdu du poids. Elle n'était pas bien, elle était en dépression. La perte de poids était telle qu'on voyait que ça la rongeait de l'intérieur, quoi. Ça la bouffait tout simplement. Un harcèlement quotidien et même des menaces de mort, il n'en faut pas plus aux gendarmes pour avoir la certitude que les Lebrun sont mêlés à l'assassinat de Nelly Leboire. D'autant que la nourrice a été retrouvée massacrée le 16 avril 2013 et que l'enfant des Lebrun a été diagnostiqué bébé secoué 2 ans plus tôt, le 13 avril 2011, soit pratiquement à la triste date d'anniversaire. Pour les enquêteurs, ce n'est pas un simple hasard du calendrier. Tous les regards se portent alors sur les Lebrun. D'ailleurs, quelques minutes après la découverte du corps mutilé de la nourrice, un élément avait intrigué les voisins. On est le matin du 16 avril, donc on est plutôt au printemps, en Anjou, les matinées ne sont pas nécessairement fraîches. Et les voisins observent une fumée qui sort de la cheminée des Lebrun, et une fumée qui a la particularité en plus d'être noire. Il y avait une fumée très noire et très âcre apparemment. Et donc du coup, ça, quelque part, les gendarmes, en relevant le nom des propriétaires de cette maison, ils ont fait le lien avec la précédente affaire qui opposait le couple Lebrun-Gourdon à ma sœur. Et donc du coup, la piste c'était la piste privilégiée et ils sont allés directement voir ce qui se passait dans cette maison pour essayer de comprendre pourquoi il y avait un tel feu de cheminée. Au petit matin, immédiatement, les enquêteurs s'orientent vers le domicile des époux Lebrun. Et lorsque les gendarmes arrivent, les Lebrun sont en train de partir. On est 1 heure après les faits. Lebrun est parfaitement lavé, rasé, parfaitement calme, sa femme également, et ils quittent leur domicile pour aller confier leur enfant handicapé à un centre spécialisé à Angers. À l'intérieur de la maison, il y a cette fameuse cheminée qui fume, et en réalité, on retrouve dans la cheminée ce que Lebrun a brûlé, à savoir des vêtements, une bombe de peinture, mais également du fil électrique. Il y a dans cette cheminée des résidus de caoutchouc, sans doute des semelles, quelque chose qui ressemble à des semelles. Et puis, dans la maison, une machine en train de tourner, une machine qui a démarré tout récemment. Très clairement, apparaissent donc des traces de sang à proximité de la cheminée, et ces traces de sang interpellent nécessairement donc les gendarmes, surtout compte tenu des autres éléments qui commencent à converger vers le couple Lebrun. Lebrun s'est blessé, il faudra qu'il explique pourquoi il s'est blessé. On va retrouver également du sang de Nelly, ce qui signe évidemment le lien entre cette cheminée, les Lebrun d'une part, et d'autre part la scène de crime et Nelly qui a été assassinée. Le couple Lebrun est immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Dans un premier temps, Olivier répète qu'il veut garder le silence, puis, au bout de quelques heures, il craque et il avoue « c'est bien lui, l'assassin de la nounou de son fils ». Il a décidé ce jour-là qu'il passerait à l'acte, c'est-à-dire cette haine absolue qu'il a nourrie à l'égard de cette femme, cette pauvre femme innocente. Il a décidé que ça ne pouvait pas rester comme cela. Il fallait qu'elle meure. Il a organisé, comme dans un film d'épouvante, une scène d'horreur absolue pour ne lui laisser aucune chance si elle en avait encore une seule à ce moment-là. C'est très dur de se dire qu'il y a quelqu'un qui, pendant que la personne que vous aimez, elle vit sa vie sans rien demander, pendant ce temps-là, il y a un prédateur juste quelques maisons à côté qui est en train de préparer parce que de toute façon, il a décidé que demain matin,
c'est fini pour elle. Elle pourra plus tout simplement sourire et vivre parce qu'il a décidé que c'était comme ça. On va préparer tout ce qu'il faut pour lui laisser aucune chance et la mettre à mort. Il avait acheté des vêtements, acheté une bombe de peinture noire pour se grimer comme un commando. Il avait acheté un immense couteau qui était une machette, mais avec cette faiblesse que la machette ne coupe que d'un côté. Et donc il avait passé un long moment la veille à affûter comme un glaive, avec deux côtés coupants et transperçants. C'est une scène qui est juste totalement surréaliste. Quand on considère effectivement cet homme, un agent SNCF, pas de casier judiciaire, pas de passé pénal, rien. Enfin, je veux dire, voilà, ce type qui se retrouve à bricoler dans l'après-midi, à façonner une machette pour rendre son deuxième bord tranchant. Donc il passe l'après-midi à travailler méthodiquement son arme pour en faire une espèce d'arme de tueur. Voilà. Et il en est là, Olivier Lebrun. Puis il s'est dit, les lames, ça, on sait jamais, de la lumière, ça pourrait réverbérer dessus. Je vais peindre en noir. Je vais préparer mon t-shirt noir. Je vais préparer mon pantalon noir, ma cagoule, ma peinture noire. Et puis j'ai des baskets, mais la semelle, elle est blanche. Ben, tant pis, c'est pas grave, je vais peindre. C'est une véritable opération commando qui se prépare. Il était dans une démarche de chasseur. Nelly, c'était sa proie. C'est malheureux de parler de ma sœur comme ça, mais elle était devenue une proie. Il l'a chassée. Le temps qu'il a fallu, ça lui a pris 2 ans. Il l'a épuisée. Comme quand un lion est dans la savane et qu'il court après sa proie. Il l'épuise, et c'est en l'épuisant qu'il arrive à la voir. Il lui avait dit à sa femme qu'il allait tuer Nelly. Il n'y a aucune ambiguïté. Il lui dira, c'est pour cette nuit, je vais tuer Nelly. Je pense qu'on est, pour ce qui est de la femme d'Olivier Lebrun, face à quelqu'un qui n'a plus envie de donner corps à ce délire permanent de son mari. Et quand il lui annonce qu'il va aller liquider la nourrice dans la nuit, je pense que, consciemment ou inconsciemment peut-être, elle n'a pas envie de l'entendre. Il était impossible pour elle de se douter qu'il allait franchir le pas. Elle savait son mari très très en colère contre la nourrice, elle l'était elle-même, mais pas évidemment au point d'aller faire justice soi-même. On pouvait peut-être pas le raisonner, ça je peux très bien le comprendre. Maintenant qu'elle ait rien dit, qu'elle n'ait pas appelé qui que ce soit pour pouvoir le raisonner, je ne peux pas le concevoir. Et non seulement il le dit de manière très nette, mais encore il programme le réveil pour 2h30, ce que sa femme verra, pour ne pas être en retard pour assassiner cette pauvre femme. Il avait peur de dormir trop profondément et de rater ce rendez-vous qu'il avait avec sa victime. Le réveil, effectivement, elle l'entend sonner dans la nuit, mais très très loin. Elle se retourne, elle se rendort. Elle a pris un médicament et donc elle ne se réveille pas parce qu'elle est dans un état second. Mais lui passe réellement à l'acte, le réveil sonne à 2h30, il se lève et il y va. Il va se lever, il va s'habiller, il va se grimer, il va s'équiper et il va sortir de la maison. Il est armé d'un glaive, d'un deuxième glaive, d'un couteau à la cheville. Si jamais il était désarmé, si jamais 2 couteaux ne suffisaient pas, il fallait évidemment un 3e. Il emprunte un petit chemin dérobé qui lui permet discrètement d'accéder jusqu'à la maison de sa voisine. On sait donc qu'il est allé dans la nuit, en totale discrétion, de manière parfaitement silencieuse, dans le garage où se trouve le compteur électrique, qu'il a coupé le compteur électrique, qu'il a même installé un brouilleur d'ondes pour ne lui laisser aucune chance. Si elle réussit à s'évader, à s'échapper un moment et à passer un coup de fil, il ne le veut pas. Il faut avoir quand même de la suite dans les idées pour se dire je prends un brouilleur d'ondes. Comme ça, si elle a un portable, elle va pas pouvoir appeler au secours. Il a tout mis en œuvre de manière à ce que rien ne vienne entraver son délire d'assassinat. Et qu'on arrête le discours qui voulait aller lui parler. Parce que c'est toujours sa ligne de défense. C'est-à-dire, je voulais aller parler. Alors ça me fait doucement rire. À 2h du matin, vous allez discuter avec une femme seule, en tenue de commando, avec 3 armes, un brouilleur d'ondes. Vous coupez le courant pour aller discuter avec elle. Comme ça, elle est dans le noir. Au moins, c'est sûr, on va bien discuter. Non, qu'il arrête de nous prendre pour des andouilles. Il se cache pour attendre tranquillement sa victime dans le garage. Il reste tapi dans l'ombre du garage pendant des heures.
Il va attendre qu'elle le rejoigne dans le garage, puisque le premier réflexe quand vous êtes à votre domicile et que vous n'avez plus de lumière, c'est d'aller voir si le compteur n'a pas sauté. Quand on chasse, on fait quoi? On crée un piège. Qu'est-ce qu'il a fait? Le garage, c'était pas un piège, peut-être? Il a créé le piège pour que... Il a fait venir sa proie à lui, en coupant l'électricité, puis il a attendu gentiment. Qui explique aux enquêteurs qu'il était terrorisé, que la peur l'a paralysé, qu'il n'a pas pu revenir en arrière et rentrer tranquillement chez lui parce qu'il était tenu par cette peur. C'est très difficile à croire. Et naturellement, elle est allée au réveil, vraisemblablement vers 7h moins 10, pour remettre le courant électrique. Elle a dû s'apercevoir qu'il n'y avait pas d'électricité, donc la connaissant, elle a dû pester un petit peu en se demandant ce qui se passait. Et puis elle est allée dans ce garage. Elle s'oriente donc vers le garage pour rétablir le courant. C'est au moment où elle entre dans ce garage qu'il lui saute littéralement dessus. Elle a dû avoir la terreur de sa vie. C'est pas de la peur, c'est la terreur de sa vie. Et puis là, il a dû commencer à asséner les coups. Et elle a dû se demander ce qui se passait. Parce que le premier coup où il lui casse l'omoplate, ça a dû être un enfer pour elle. Vous vous rendez compte? La longueur des armes, 50 cm une arme. Il l'a transpercée de part en part, ma sœur. Et le nombre de coups, 17 coups. Un expert médico-légal qui est habitué à aller sur des crashs d'avion avait les larmes aux yeux pour décrire la douleur de ma sœur. Quand vous vous coupez un tout petit peu, déjà, ça fait mal. S'imaginez quand vous êtes transpercé de part en part? Celle que vous venez de perdre, avant de mourir, a manifestement vécu, je pèse mes mots, une horreur absolue qui renvoie au pire des cauchemars de n'importe qui, et notamment de n'importe quelle femme. Nelly, malgré son courage, malgré sa détermination, malgré son envie de vivre, elle n'avait aucune chance. Olivier Lebrun a toujours essayé d'expliquer la scène dans le garage comme une bagarre. C'est-à-dire que ce qu'il dit, lui, c'est qu'elle s'est défendue, qu'elle a résisté avec force, qu'elle l'a mis en difficulté et que les coups de couteau seraient en quelque sorte une réponse à cette situation. C'est tout simplement une invention pour essayer de se placer quasiment en situation de légitime défense. C'est aberrant, hein? Ça ne colle pas tout à fait avec ce que relève le médecin légiste, qui lui, au contraire, constate une extrême violence dans l'attaque. Quand on est transpercé, qu'on vous tape la tête au sol pour pas qu'on se relève, hein, qu'on a un traumatisme crânien, qu'on est cassé de partout. Elle était cassée de partout. Le premier coup porté est un coup, et on le sait de manière certaine, médico-légalement, porté de dos. Porté de dos, c'est-à-dire que, alors qu'elle se dirige vers le compteur, il lui porte un premier coup d'une violence inouïe à travers l'omoplate, qu'il va, et là encore médico-légalement, on le détermine, entraîner sa chute, et qu'ensuite, alors qu'elle a l'épaule transpercée, elle a essayé de se débattre à main nue, et elle aura sur les mains des traces de défense profondes, puisqu'il lui a quasiment amputé les 2 pouces à coups de glaive qu'il porte, et de la main gauche et de la main droite, jusqu'à 17 coups, pour finalement l'abandonner avec ces deux dagues à l'intérieur du corps. Pourquoi laisser un couteau dans le ventre? Pour qu'elle ait plus d'enfants? Pourquoi dans le larynx? Pour qu'elle parle plus? Pourquoi une telle violence vis-à-vis d'une femme qui n'avait rien fait? Moi, vous savez, l'image que j'ai de ma sœur, c'est la souffrance qu'il y avait sur son visage. Voir une cicatrice, maintenant, c'est très dur pour moi, parce que j'imagine comment elle a été lardée de couteaux, ma sœur. Et la deuxième chose qu'il va nous dire, c'est que dans ses derniers instants de vie, dans un dernier souffle, Nelly lui aurait demandé pardon pour cet enfant qu'elle avait secoué, ce qui bien évidemment viendrait confirmer qu'elle est bien l'auteur de ces violences. Nelly Leboire lui aurait en quelque sorte avoué avec un couteau planté dans la gorge, donc ça paraît complètement surréaliste. Les experts médico-légaux ont dit que c'était totalement impossible, qu'il était inimaginable, compte tenu de son niveau de blessure, de détresse respiratoire, cardiaque, il était impossible qu'elle ait formulé une phrase élaborée telle qu'il aurait voulu l'entendre. C'est une manière, effectivement, de légitimer son action, de donner un mobile à son action, comme si, finalement, il y avait une possibilité de légitimer ce qu'il avait fait. C'est de sa faute, au final, si il lui a fait subir ça. C'est pas lui. C'est elle qui l'a provoqué, c'est elle
qui est à l'origine de ça. Oser salir encore ma sœur en lui mettant dans sa bouche des propos qu'elle n'était pas capable de tenir, enlever à Nelly son statut de victime, c'est cracher sur sa tombe, tout simplement. Il est maléfique, cet homme, maléfique. Franchement, je pèse mes mots, mais il est maléfique. Face aux enquêteurs, Olivier Lebrun jure que s'il a assassiné Nelly Leboire, c'est parce qu'il sombrait dans une profonde dépression. Tout allait mal dans ma tête, je voulais juste qu'elle me dise ce qui était arrivé à mon fils. Mais en assassinant Nelly, Olivier Lebrun a condamné en quelque sorte l'enquête du bébé secoué, puisqu'un non-lieu a été prononcé le 28 août 2015. Monsieur Lebrun a décidé de mettre un terme à toute enquête, à toute connaissance effective de la vérité, en assassinant celle qu'il désignait depuis le départ comme étant l'auteur des violences sur son enfant. Lui, il sentait qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait évoluer en cours de procédure, et il se disait, si je l'élimine, elle n'aura plus personne pour la défendre et elle ne se défendra pas. C'est surtout ça. Comme ça, Madame Leboire, elle ne parle plus. Et je pense que c'est ça, sa logique. C'est malheureux, mais il a martyrisé ma sœur parce que ça gênait que ma sœur puisse encore se défendre et prouver son innocence. Est-ce que quelqu'un qui est au cimetière peut se défendre? Non. C'est tellement plus simple. Alors, la justice, faute d'éléments, a fini par rendre une ordonnance de non-lieu qui conclut donc sur le fait qu'on n'a pas d'éléments pour dire qui a pu commettre les violences. On sait que des violences ont été commises par quelqu'un, mais on ne peut pas dire par qui. La justice ne démontrera jamais qui a commis des violences sur l'enfant. Pour autant, ma cliente, Madame Lebrun, est intimement persuadée que ça n'est pas son mari qui a commis les faits. Elle sait que ça n'est pas elle. Donc, dans l'esprit de ma cliente, seule la nourrice a pu commettre les violences sur son fils. C'est invivable d'entendre ça. On ne vit plus depuis 5 ans. On a été pris à partie, on a perdu les soi-disant amis, parce que on estime que, on n'est pas fréquentable. Comprenez? Elle a touché à un enfant. Comment des gens encore dans sa venière ont le culot de dire qu'elle était coupable? Mais en plus qu'on dise, oui, mais attendez, si elle en est arrivée là et qu'on l'a fait souffrir, c'est parce qu'elle a fait souffrir quelqu'un. Ça, je le supporte plus. Elle a été non seulement assassinée dans ces conditions atroces, mais également salie dans son honneur et sa réputation. Maintenant, plus personne ne peut toucher à la mémoire de ma sœur. Je défie quiconque de me dire quoi que ce soit sur ma sœur. De négatif. Parce qu'ils auront affaire à moi. Le premier qui dit quelque chose, c'est de la calomnie maintenant. Et la calomnie, ça peut être puni. Donc maintenant, laissez-la reposer en paix et arrêtez toutes ces calomnies sur ma sœur, parce que je pense que là, ça va être maintenant mon fer de lance. Ma sœur n'a jamais touché un enfant de façon violente. Ma sœur, tout ce qu'elle voulait, c'était que les petits s'épanouissent. Elle n'arrêtait pas de dire ça. Moi, ce que je veux, c'est que le petit soit bien chez moi. Ma sœur, elle avait juste un tort. C'est qu'elle a accepté de garder son fils et qu'elle habitait juste à côté de chez eux. C'est tout ce qu'on peut reprocher à ma sœur. Le procès d'Olivier Lebrun s'est ouvert en juin 2016 devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. 3 ans après les faits, Lebrun reste encore viscéralement persuadé que Nelly est celle qui a secoué son fils. Mais à la barre, les autres parents qui avaient confié leurs enfants à la nourrice ont tous dit combien elle était aimante et exemplaire même. Même si ce n'est pas l'affaire du bébé secoué qui était jugée, il est certain que ces témoignages ont pesé lourd dans l'esprit des jurés. Olivier Lebrun a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Sa femme, quant à elle, a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour non-empêchement de crime. Peine confirmée en appel. Mais ce verdict n'apaisera jamais les cauchemars de ceux qui ont aimé Nelly. Les cauchemars, ça ne s'arrête pas. On fait ce qu'on peut pour tenir. Parce qu'elle n'aurait pas accepté de se laisser aller. La preuve, pendant 2 ans, elle a subi la pression des Lebrun. Elle avançait quand même. Elle essayait de se battre comme elle pouvait. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va faire la même chose qu'elle. Parce que Nelly aurait été là, même si elle avait été gravement mutilée par Lebrun, elle aurait su nous booster. Moi, je me dis toujours, depuis ce qui est arrivé,
que si il lui avait laissé une chance, même en fauteuil roulant ou gravement handicapée, elle aurait été là, elle aurait dit on se bat, il faut pas lâcher. On a fait tout ce qu'on a pu pour Nelly. On lui a redonné son honneur. Et ça, c'était le principal. Je veux que les gens se souviennent d'elle quand elle rentrait et qu'avec un grand sourire, elle vous disait bonjour. Que c'était quelqu'un de formidable, d'irréprochable, et que c'était un amour de femme. On a eu la chance de rencontrer des parents qui avaient confié leur enfant à Nelly. Et il y a une famille qui nous a dit que Nelly apprenait à leur enfant à dire au revoir avec la main. Et ça faisait plusieurs semaines qu'elle lui apprenait tous les soirs à faire coucou avec la main, à dire au revoir avec la main. Et que depuis qu'elle était partie, ça y est, il savait faire, qu'il disait Nelly, coucou. Et même si elle est partie, ça veut dire que ce qu'elle a appris aux enfants, c'est resté. Il y a quelque chose qui reste. De Nelly, les enfants, très longtemps, ne se souviendront que des rires et des baisers. Plus tard, le petit infirme apprendra que cette femme, égorgée par son père, avait pourtant, elle la première, appelé à l'aide pour qu'on le soigne, lui.